Bonjour à tout le monde. Très contente de vous recevoir aujourd'hui, de vous recevoir. Je vous reçois dans le confort de notre foyer. Mais c'est notre dernier webinaire de... Ah non, c'est pas le dernier, on en a un le 7 juin prochain. Alors, l'avant-dernier webinaire des services éducatifs complémentaires cette année. Extrêmement heureuse de pouvoir collaborer cette fois-ci avec le récit du développement de la personne, plus particulièrement les gens qui s'occupent de la citoyenneté à l'ère du numérique. C'est un enjeu extrêmement important pour nos élèves, bien que la pandémie a fait ressortir énormément de besoins. On sait aussi que nos élèves sont des consommateurs d'Internet, des réseaux sociaux, du cellulaire. Alors voilà des occasions pour en parler et particulièrement pour les intervenants des services éducatifs complémentaires, qu'on soit conseiller en formation scolaire, orthopédagogue, technicienne en travail social, TES, psychoéducatrice ou autre. Alors, on a tous un rôle à jouer. Et l'objectif d'aujourd'hui est vraiment de présenter des sujets pouvant être discutés en classe, du matériel que l'on peut faire en classe et aussi en atelier, et toujours avec le point de vue de prévention. Alors, on sait que les enseignants nous interpellent énormément sur l'utilisation non pédagogique du cellulaire en classe. C'est pourquoi on a parlé là, cette année aussi là, de gestion de classe, de code de vie, d'ouvrir les discussions. Alors, la citoyenneté du numérique, la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est jumelé tout à fait. Alors, à tous et à tous, je vous souhaite un excellent webinaire. Je vous invite à participer activement en utilisant les onglets Réaction, en utilisant aussi le clavardage et à tout moment, on va pouvoir répondre aux questions. Alors, je vous laisse vous présenter et un grand merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir retrouver la présentation d'aujourd'hui à monurl.ca/FGAFP. Donc, toutes les ressources vont pouvoir s'y retrouver. Puis, on va partager aussi notre plateforme, le sitenum.ca, où tout se retrouve. Donc, on va commencer avec quelques mots sur les services éducatifs complémentaires. Ben oui, en fait, si ce n'est pas votre premier webinaire, bien, vous savez que les services éducatifs complémentaires, ça existe depuis plusieurs années à la FGA-FP, mais depuis l'an dernier, septembre 2020, ça va trop vite, je suis arrivée en poste comme orthopédagogue pour l'accompagnement national, puis pour soutenir en fait tous les intervenants des services éducatifs complémentaires. C'est sûr qu'il y a un volet élève à besoins particuliers, donc étant aussi orthopédagogue de formation, on a à cœur, mais les services éducatifs complémentaires, c'est vraiment là pour favoriser la réussite du projet personnel et la réussite éducative de tous les adultes en formation, qu'on soit à la formation générale pour adultes ou à la formation aussi professionnelle. Alors, quand on parle, par exemple, des services de vie étudiante, c'est très important de l'avoir en considération que d'avoir un sentiment d'appartenance à son groupe, à sa classe, à son centre, de mener à terme, même quand on est dans des situations d'enseignement individualisé, d'avoir des coopératives d'apprentissage, d'avoir des échanges entre les apprenants. Ce sont tous des actions que les enseignants et aussi les intervenants peuvent faire et que ça va accroître la persévérance scolaire. On va tenir compte de toutes les dimensions de la personne, puis on va vraiment développer des conditions qui soutiennent la réussite éducative et professionnelle, c'est-à-dire, par exemple, en mettant en œuvre un milieu sain et bienveillant, en continuant la formation continue. Et mon rôle, c'est vraiment d'offrir un support pour l'ensemble de la province, pour tous les acteurs de la formation générale pour adultes et de la formation professionnelle. Alors, par diverses formations, par diverses aussi communautés de pratique qui ont lieu tout au long de l'année et qui auront lieu aussi l'année prochaine. L'idée, c'est de participer et d'échanger aussi avec vous. Mon rôle, plus précisément, s'inscrit dans un rôle conseil et de soutien lorsque vous voulez implanter un nouveau service. Par exemple, je nomme l'accueil, les transitions. Donc, on va recevoir, penser ensemble quel est le rôle de prévention, d'intervention, d'évaluation de chacun aussi des acteurs. Et par les infolettes, par les webinaires et par le site Internet, bien, on peut rester actif. Donc, on vous invite à vous tenir informés.
Donc, je me présente Alexandre Chenette. Je suis enseignant d'éthique et culture religieuse depuis proche 15 ans au secondaire et prof option philo. Puis, ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint l'équipe là, que vous voyez du Service national du développement de la personne au récit, dont on va vous parler dans un instant. Donc, j'ai la chance d'être avec vous. Merci d'être si nombreux à entendre parler de citoyenneté à l'ère du numérique. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je suis accompagné de ma collègue Annie Turbide. Oui, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Donc, un peu le même profil qu'Alexandre, moi aussi enseignante en éthique pendant une quinzaine d'années dans la région de Québec, clientèle variée. Euh, Puis ensuite, ben, ça fait 5 ans, moi, que j'ai quitté la classe. Donc, j'ai fait 2 ans au ministère à la direction des programmes. Puis ensuite, ben, depuis 3 ans, au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Alors, je passe la parole à mon collègue Jérôme Desjarlais-Lessard. Bonjour, donc moi je m'appelle Jérôme, j'ai rejoint l'équipe du récit il y a un peu plus d'1 an. J'ai enseigné quelques années à la commission scolaire de Marie-Victorin dans le coin de Longueuil. Et moi aussi, en fait, je suis content de vous parler de ça parce que c'est un sujet qui nous passionne les trois, sinon c'est gênant. Mais donc, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous, finalement, dans la présentation. Je tiens quand même à vous dire qu'on est vraiment des gens décontractés en général dans la vie. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras si ça vous tente, poser des questions, ouvrir votre micro, participer dans le clavardage, nous arrêter. Fait que, tu sais, objections, frustrations, commentaires, montée de lait, tranche de vie. On est bien ouvert à vos commentaires, comme dirait l'autre. Alors, qu'est-ce que le récit? Ben, brièvement, on voulait juste faire un petit topo là, sur le fait qu'on est rendu plus de 270 conseillers pédagogiques à la grandeur du Québec, divisés en 3, je vais dire ordres, pour faire un parallèle avec les ordres d'enseignement. Donc, les services locaux dans les centres de services, les services régionaux qui s'adressent à vous, la FGA, hein, il y a maintenant 17 services régionaux, et puis les services nationaux, donc dans lesquels nous, on fait partie, qui, eux aussi, sont divisés là, en fonction de soit la clientèle, soit la discipline scolaire ou des mandats spéciaux. Je laisse Jérôme vous en parler plus spécifiquement. Donc, comme Annie l'a dit, effectivement, c'est un gros réseau divisé entre autres par ordre régionaux, mais aussi par ordre de domaine. C'est-à-dire par discipline, ou du moins par regroupement de disciplines, il y en a plusieurs. Il y a langue, sciences, maths et techno, arts, etc. C'est aussi divisé par clientèle, par exemple, Première Nation, mais ceux qui nous concernent, qui vous concernent plus directement, finalement, formation aux adultes et FGA. Mais il y a aussi des mandats spéciaux, finalement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà collaboré, mettons, avec la formation à distance. Ça fait partie aussi des mandats. Karine fait que oui, fait que au moins Karine. Mais il y en a plusieurs. J'ai d'autres mandats, finalement, culture et éducation et campus récit. Nous, finalement, c'est un temps dans le numérique, on ne s'est pas mis, mais ce n'est pas une discipline, c'est un mandat spécial. On est spéciaux. Donc, c'est ça pour la division. Mais assez à propos du récit. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, voici comment on a séparé la trame de la présentation aujourd'hui. On va commencer par mais la CITNUM, ça vient d'où, c'est quoi, puis comment c'est arrivé, puis pourquoi on vous en parle aujourd'hui. La deuxième section, ça va être OK, super, mais mettons concrètement, c'est quoi un citoyen à l'ère du numérique? Donc, on va essayer de comprendre la bête à la deuxième étape. Et on va se demander, en troisième partie, la plus importante probablement, et maintenant, nous, les profs, toutes les personnes qui sont présentes ici, parce qu'il faut savoir, la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est l'affaire de tous, direction professionnelle, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Donc, comment on développe ça avec les élèves étudiants, les adultes? Donc, on commence maintenant. Donc, c'est quoi ça, un citoyen à l'heure du numérique? OK, un citoyen, en fait, au départ, on essayait de se dire, on va décrire, on va définir la citoyenneté. Puis quand on lit des citoyennetés, il y en a de toutes sortes. Est-ce que c'est la citoyenneté civique, le fait de voter, de payer des taxes, etc., ou c'est une citoyenneté qui est plus sociale? Bref, dépendant de ce qu'on lisait, il y avait des nomenclatures, des propositions de définitions différentes. Fait qu'on a essayé d'essayer de synthétiser tout ça, puis finalement, puis ramener ça au plus simple. C'est quoi un citoyen? Plutôt que d'essayer de définir la citoyenneté en général. Donc, un citoyen, c'est un individu qui est membre d'une société
et qui va agir dans cette société-là, soit avec les institutions ou avec les gens qui en font partie. Et donc, si on se base sur cette définition-là, ben, nous, évidemment, autour de la table, là, ce matin, sommes tous des citoyens, mais nos élèves aussi le sont, qu'ils aient le droit de vote ou pas, ils font des actions dans leur vie quotidienne en vrai, ils prennent le transport en commun, etc. Ils font des actions aussi à travers le numérique. Donc, cette citoyenneté-là, elle parle de nous tous, êtres humains finalement, dans nos relations avec la société et les gens autour de nous. Et c'est facile, la première section, là, on va se demander c'est quoi l'histoire de ce grand besoin de la citoyenneté à l'ère du numérique, parce que c'est facile d'oublier ceux qui ont connu avant Internet, comment le monde a été différent, comment ça a transformé les choses, puis ça va quand même vraiment vite. Là. Donc, petit topo là-dessus, on commence avec une petite vidéo là, qui se passe en 1996 en France. On demande aux gens, en fond, c'est quoi sur l'Internet? Internet, on a vu, c'est quand même quelque chose de nouveau. Des fois, c'est comme quand on repeinture une salle, on oublie rapidement qu'est-ce qu'il y avait avant. C'est difficile de s'en rappeler. Mais aussi, les médias sociaux, comme Internet, on a tendance à oublier que c'est une histoire assez récente. Et là, on n'a pas, pour faire un petit palmarès, là, on n'a pas inclus qu'est-ce qui venait avant, là, parce qu'on a considéré surtout ceux qui survivent. Fait qu'il y en a qui se souviennent peut-être de MSN Messenger ou ce qui a survécu, mais ICQ. ICQ, moi je l'oublie tout le temps. Donc, pour ceux qui nous survivent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, avec une certaine vitalité, il y a Facebook finalement qui apparaît en 2004 et après ça déboule rapidement. C'est YouTube en 2005, Twitter en 2006, le iPhone en 2007. Donc là, ça devient plus seulement accessible à travers un ordinateur, mais ça devient accessible à travers notre téléphone. Oui, il y a eu une époque où on ne pouvait pas amener Facebook et Twitter sur la toilette. Mais donc, ça devient vraiment une partie importante de notre quotidien. Ensuite, ça continue de débouler. En 2009, il y a WhatsApp. Nous, ici, c'est moins populaire, mais il y a des pays où WhatsApp, c'est Internet carrément parce que ça vient, entre autres au Burkina Faso. Finalement, Facebook et WhatsApp viennent avec le forfait et avec le téléphone. En 2010, il y a Instagram, très populaire actuellement. Snapchat en 2011. Et en 2016, il y a celui qui prend le monde d'assaut. Finalement, TikTok, qui apparaît en 2016, anciennement Musical.ly. Et depuis, finalement, il y a aussi parallèlement à ça, il y a tout le développement de l'intelligence artificielle qui va vraiment renforcer la personnalisation finalement de notre contenu. Là, pour ceux qui vont ou qui ont déjà vu TikTok, ça va très vite pour cibler tes intérêts, entre autres grâce à ces logiciels-là. Ben oui, récemment, justement, Snapchat vient de cracher. Ben, toutes les autres plateformes sont en train de baisser en ce moment en bourse à cause de l'omniprésence, la popularité, puis ça n'arrête pas de grossir TikTok. C'est vraiment puissant. Donc, avec l'arrivée des médias sociaux, puis à plus haute hauteur, les smartphones, les téléphones intelligents influencés par le iPhone, ben, il y a eu tout ce lot de panique morale qui sont embarqués parce que quand la culture des gens se transforme, des jeunes, ça a été la même chose à l'époque où est-ce que ça a été reproché dans les années 1800 que les jeunes lisaient trop de romans, de bouquins, ça les déconnectait de la réalité, ils voulaient juste lire leurs romans puis être emportés dans des histoires qui allaient les corrompre. Ça a été la même chose avec le rock'n'roll ou Donjons et Dragons. À chaque fois que on ne comprend pas trop les mécanismes, il y a des choses de transformation, c'était pas de même dans notre temps, c'était pas comme les années 90 ou plus tôt. Il y a ce phénomène-là de panique morale, de comme, OK, on coupe là, c'est mauvais pour les autres, on arrête tout ça. Nous, dans le fond, bon, c'est ça. Il y a eu cette montée-là de panique morale face au numérique, de vouloir interdire, couper, on ne veut pas de ça, va jouer dehors, éteins ça. Donc, on a vu quelque chose un peu partout sur la planète. C'est une réaction qui est normale, qui est habituelle, puis qui n'est pas effacée complètement en 2022 non plus. Là. Il y a des gens qui aimeraient mieux
qu'on revienne à avant. Mais néanmoins, on voit maintenant, c'est pour ça qu'on parle de citoyenneté à l'ère du numérique, c'est que le numérique a tout transformé et est là pour rester. Donc, ça l'a amené à l'arrivée de ce qu'on a appelé le concept surtout dans le milieu anglophone, de digital citizenship. Puis, dans le fond, ces paniques-là, elles sont présentes, comme Alexandre le disait, puis ça a été documenté à travers l'histoire. Cependant, ben, c'est quand même important de se dire que oui, il y a des choses qui peuvent faire peur, puis que cette peur-là, elle est justifiée, qu'il y a des risques qui sont liés à toutes ces avancées-là et ces technologies-là. Et donc, ben, comment on va réagir au niveau international? On va essayer de développer finalement cette digital citizenship ou cette citoyenneté numérique. Nous, on essaie de s'éloigner de ce terme-là. On va vous expliquer un peu plus loin la raison pour laquelle on est allé ailleurs. Ben, c'est pas si loin, mais bref. Donc, aux États-Unis, entre autres, se développe une panoplie de programmes qui vont être mis de l'avant pour développer la citoyenneté numérique, entre autres Digital Citizenship par Google. On a quand même exploré ça là, dans un but de documenter puis de voir qu'est-ce qui se faisait à travers le monde. Puis c'était à partir de Mike Ribble, entre autres, s'il y en a qui veulent aller lire un petit peu plus loin, c'était des initiatives très louables et qui viennent répondre à un besoin qui est réel. Cependant, on avait un petit pan critique, là, vous voyez, j'essaie de peser mes mots, un petit pan critique par rapport à ces initiatives. Pourquoi? Bien, parce qu'elles vont se présenter comme des règles ou des solutions, comme des recettes finalement, que si on fait ça, ça va marcher puis ça va s'appliquer tout le temps. Fais ça, fais pas ça, publie pas, partage pas tes informations, mais essaye d'acheter un billet de théâtre sans partager tes informations maintenant. Bon, etc. Alors, on s'est demandé si c'était possible, si premièrement c'était périn. Donc, si nos jeunes apprennent ces règles-là, est-ce que ça va leur servir plus tard? Est-ce que ils vont être capables de les appliquer dans leur vie quotidienne, en dehors du milieu dans lequel on se trouve ensemble, qui est régulé et tout? Donc, d'une part. Puis d'autre part, bien, est-ce que c'est assez fort pour répondre aux défis qui se présenteront? Parce que là, Jérôme vous a présenté, dans le fond, un peu le continuum de développement des différentes plateformes, puis des univers dans lesquels les jeunes vont baigner. Bien, est-ce que d'apprendre ce genre de règles assez formelles, ça va les outiller pour répondre aux défis de 2025, puis 2030, puis 2035? Parce qu'on souhaite tous que notre éducation ait un effet dans la construction de ce citoyen-là, finalement. Donc, ces enjeux-là, finalement, vont mener à la publication du magnifique rapport de notre collègue Benoît Petit que vous pouvez aller lire, finalement, sur développer la citoyenneté à l'ère du numérique. Et finalement, dans ce rapport-là, la prémisse, c'est de dire justement, on va en parler des enjeux qui sont plus du niveau de l'interdit, mais vraiment, on va essayer de les amener davantage à prendre une distance et réfléchir sur ces problématiques-là pour vraiment, finalement, non seulement qu'ils apprennent des notions là-dessus, mais qu'ils prennent vraiment le temps d'y réfléchir et d'intégrer les différentes perspectives, les différents enjeux. Vraiment, puis c'est à l'approche que nous, on prône depuis finalement 2010. Oui, voilà, donc une posture qui est un changement de paradigme non moralisant, de ne pas dire comme le numérique, c'est la catastrophe, il y a des enjeux, il y a des défis, il faut y réfléchir, mais un regard plus réaliste, ni technophile, ni technophobe, donc de voir l'échiquier comme il est, de voir la réalité, puis surtout de faire participer les jeunes dans cette réflexion-là, parce que on pense que ça a été le cas, le changement de paradigme face aux drogues, face à la sexualité. On est moins dans une approche moralisante, plus d'éducation plutôt que d'interdit. C'est la même chose aussi avec la citoyenneté à l'ère du numérique. On cherche à développer l'autonomisation, l'autonomie de l'élève parce qu'ultimement, il va prendre ses propres décisions, faire ses propres choix. Donc, le paradigme, il est comme ça. Il est des participatifs. Puis, pour aller vite, ce n'est pas parce que tu as fait une étiquette de tout ce que tu ne dois pas faire en ligne, tu mets ça dans ta classe, puis tu leur fais signer
qui ne feront pas ça. Puis même comme adulte, même si on a signé de quoi, il faut avoir, on pense, avoir réfléchi nous-mêmes aux impacts de nos gestes, de prendre des choix éclairés pour qu'on ait les comportements qu'on ait décidé d'avoir. Donc, ce n'est pas une liste souvent d'interdits qui va faire qu'on va changer nos comportements en ligne, surtout que c'est facile de prendre nos propres décisions. Donc, c'est vraiment à ce paradigme-là qu'on vient vous parler aujourd'hui. On n'est pas là pour dire que le numérique, c'est catastrophique, mais on n'est pas là pour vous dire que c'est magnifique non plus. On veut qu'on soit des citoyens éclairés, développant leur pensée critique. L'idée aussi, là, si je peux me permettre, c'est vraiment de regarder tout notre rôle conseil comme intervenant des services éducatifs complémentaires parce qu'un enseignant peut se retrouver avec vraiment plusieurs comportements à gérer, peut avoir peut-être une difficulté aussi à prendre un pas de recul. Donc, notre rôle conseil, en entendant les besoins des élèves et en entendant aussi les besoins des enseignants, c'est peut-être d'essayer d'ouvrir le dialogue, de l'accompagner à mieux intervenir, à mieux guider aussi là, ses élèves. Et des ateliers, par exemple, en co-teaching ou en team teaching avec les enseignants sur une vingtaine de minutes sur comment l'utiliser, quoi l'utiliser, comment réfléchir. Bien, c'est le genre d'approche qu'on on veut préconiser aussi pour ouvrir les dialogues puis avoir une posture qui est non moralisante. On continue la petite histoire. Ça, c'était 2018. Maintenant, 2019, le cadre de référence de la compétence numérique a été publié par le ministère. Donc, une toute nouvelle façon de voir cette compétence transversale hein, qui est mobilisée les TIC avant. Donc, la compétence numérique, 12 dimensions, et en son centre, ben, comme là, c'est sûr que nous, profs d'éthique, vous imaginez notre sourire quand on a vu cette nomenclature de la compétence. Agir en citoyen éthique qui est au centre de cette façon de la présenter, hein? Donc, qui est la dimension numéro 1. Et pourquoi en son centre? Bien, je vous propose une explication qui provient de la littérature. Donc, c'est dans le livre qui s'appelle « Apprendre au 21e siècle » de François Tadei, que je vous recommande chaudement. Et dans ce livre, il dit, je me permets je vous fais la lecture. Je me souviens d'un jeu découvert grâce à Games for Change, dans lequel l'objectif est d'optimiser le fonctionnement d'un réseau ferré. À la fin, lorsqu'on y arrivait, on recevait ce message glaçant. Bravo, vous avez réussi à faire en sorte que les gens arrivent plus vite à Auschwitz. Il y a peu de façons aussi saisissantes et inoubliables de vous apprendre que la réflexion sur les finalités et conséquences de ce qu'on entreprend doit précéder l'action, que la technique, sans éthique, n'est que ruine de l'âme. Moi, je trouve ça vraiment beau, fait que je prends tout le temps une petite pause à la fin pour l'apprécier. Donc, c'est ça. Dans le fond, moi, j'y trouvais un parallèle clair parce que si on veut, peu importe ce qu'on demande à nos élèves de faire, de produire du contenu avec le numérique, si on regarde encore la roue, là, si on leur demande d'être créatifs avec le numérique, de développer leurs compétences informationnelles, bien, si soutenant ça, il n'y a pas de réflexion éthique sur pourquoi je le ferais. Si je développe ma compétence informationnelle, je cherche des nouvelles, puis je les publie. OK, mais dans quelle intention? Puis à qui? Puis c'est quoi la nouvelle que je veux publier? Puis elle va avoir quoi comme effet, cette publication-là, sur les gens autour? Bref, en passant le reste de nos actions avec le numérique par ce filtre du citoyen éthique, bien, on s'assure clairement d'être plus cohérent avec les actions qu'on veut porter, puis d'être au clair avec pourquoi on fait les choses. Donc, justement, dans le but d'outiller les gens pour travailler ça avec les élèves ou les apprenants adultes, en 2020, finalement, on lance notre plateforme sitenum.ca qui regroupe vraiment à la fois toutes nos ressources, mais aussi des organismes, des trucs plus informatifs, vraiment, qui viennent non seulement de nous, mais d'ailleurs, pour justement que tout soit facilement accessible et regroupé au même endroit. Il y a même des filtres, si vous voulez, cocher, vous cherchez un organisme, etc. Ça va très bien. C'est une circulation très fluide. Vous allez voir, en fait, le tantôt, c'est une des intentions du webinaire, c'est qu'on ne part pas de rien. Donc, ce qu'on veut, c'est d'amener des discussions, d'amener des activités aussi dans les centres qui vont parler de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, le site Sitenum, on va pouvoir l'explorer tantôt.
Et Jérôme, Annie et Alexandre vont vraiment regarder tout ce qu'on peut faire, comment on peut l'adapter et on va avoir un temps d'exploration pour les outils. À ça, j'ajouterais que aussi nos activités sont libres de droit, puis vous avez vraiment le droit de les modifier, de les prendre, même de ne pas nous référer, ça nous fera un peu de peine, mais c'est légal. Vraiment, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec nos activités. Ouais, l'important, c'est que ça se fasse, puis la réflexion soit entamée. Puis c'était ça l'intention. Fait que janvier 2020, on a une plateforme, on s'est rendu compte justement que les profs, c'est dur de savoir par où prendre la bête. C'est des enjeux que pas tout le monde connaît. Donc, d'avoir des activités déjà pré-faites, c'était positif. Puis ça servait beaucoup tout le monde, en fait. Mais là, janvier 2020, on lance ça. Après ça, mars 2020 arrive, ce que vous savez. Et le monde change. La pandémie frappe le monde. Et les années subséquentes ont... Quand on a commencé en 2018-2019, on avait les quelques centaines de crinqués qui commençaient déjà à réfléchir à la citoyenneté à l'ère du numérique. Beaucoup des gens qui avaient déjà intégré l'aspect technique, il y a une couple d'années, j'ai remarqué ça dans les écoles où est-ce que ça faisait longtemps qu'il y avait des appareils, ils avaient réglé le côté technique du numérique, qui étaient prêts vraiment à plonger, puis ils voyaient l'intérêt de faire la citoyenneté à l'ère du numérique. Moi, je vous dirais qu'avec 2020, 2021, 2022, les gens ont comme réalisé comme OK, on aurait dû s'y mettre il y a 5 ans d'avance en prévention. On aurait dû faire ça. Voilà. Donc, l'intérêt pour la citoyenneté à l'ère du numérique n'a cessé de grandir. Donc, alors que nous, techniquement, on s'adressait aux primaires, secondaires, GFP, bien là, ça a été les parents, les cégeps, nos oncles, nos tantes, là, parce qu'on est tous dans le même bateau là-dedans. Là, on développe toutes les mêmes choses parce que le monde change pour tout le monde. Donc, tout ça a été exacerbé à travers les années. Et donc, c'est sûr que la pandémie, de par les contextes dans lesquels elle nous a placés, c'est-à-dire une forte présence sur les différents réseaux et plateformes et plateformes d'apprentissage en ligne, eh bien, ça a exacerbé, puis on ne vous apprend rien le matin, là, plein d'enjeux comme des enjeux de santé mentale, des enjeux de temps d'écran. On se posait beaucoup de questions avant la pandémie. En fait, quand le 12 mars 2020, moi et Alexandre, puis une de nos collègues Marjorie, on était assis ensemble en train d'écrire un article sur le temps d'écran. On voulait que le monde de l'éducation ait sa voix, parce que le monde de la santé, à l'époque, l'apprenait beaucoup. Fait que bref, puis là, ben, imaginez-vous donc, ça a comme tombé tout d'un coup, c'est devenu moins important le temps d'écran en début de pandémie parce que là, fallait qu'on se parle, fallait qu'on se voit, fallait qu'on continue. Puis là, ben, on s'y remet, on s'y retrouve, on essaie de réfléchir. La désinformation, le complotisme, la sextorsion, extorsion, hameçonnage, etc. J'imagine que comme nous, vous n'avez jamais reçu autant de textos sur vos téléphones qui vous dit que si vous cliquez là, vous allez recevoir de l'argent d'Hydro-Québec. Si vous cliquez là, vous allez... Bon, donc ça a exacerbé toutes sortes d'enjeux. Et comme Alexandre le disait, ben, c'est passé d'une préoccupation certaine à certainement une préoccupation. Donc, c'est devenu l'affaire de tous. On a reçu des demandes et des demandes même de centres de services complets. On a créé une formation qui s'appelle « Avant que ça pète » parce que ça pétait de partout. Et voilà. Donc, de plus en plus, ben, on essaie de faire cet enjeu puis ce défi sien parce que comme milieu d'éducation, mais ça relève aussi de notre grand mandat, hein, développer chez nos élèves une vision du monde, leur redonner leur pouvoir d'action. C'est pas donc déconnecté tant que ça de ce qu'on souhaite comme éducateur. Voilà, donc ça nous amène aujourd'hui en 2022. Maintenant qu'on a vu un peu c'est quoi la citoyenneté à l'ère du numérique, ou du moins ses enjeux et un peu son historique, on se demande à quoi ça ressemble un citoyen éthique à l'ère du numérique. Puis en fait, une des questions du moins qu'on se pose ou qui revient souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu tout seul, mais on est avec d'autres gens, mais c'est aussi beaucoup des dilemmes qu'on vit quotidiennement seul. C'est aussi une des raisons qui font en sorte que c'est important d'en parler avec les adultes ou les élèves, plus jeunes, moins jeunes. C'est que c'est vraiment, finalement,
on est dans la salle de classe, puis là, c'est sûr qu'il y a l'enjeu de la distraction, mais même quand on en sort, c'est des enjeux qui nous reviennent, puis là, on n'a plus nécessairement d'accompagnement. C'est vraiment beaucoup de questions qui se posent. Donc, plein de petits dilemmes numériques quotidiens. Est-ce que je clique sur ce lien que je viens de recevoir? Est-ce que je publie cette photo-là? C'est correct que je la publie? C'est-tu vrai, ça? Déjà, de se poser la question sur les choses que tu vois ou tu fais juste absorber les informations. Je commente ou pas cette publication? Est-ce que je change mon mot de passe, même si je risque de l'oublier? Pourquoi j'activerais ma géolocalisation? Est-ce que je laisse mes parents me traquer sur mon cell? Qu'est-ce que je fais de... Bon, OK. Qu'est-ce que je fais depuis si longtemps sur mon sel? Ceux qui sont tombés dans TikTok, des fois, peuvent se poser cette question-là. Comment que ça fait 1 heure que je scroll Il y a pas, je veux mettre une parenthèse sur TikTok aussi. Il n'y a pas juste des jeunes qui dansent et des niaiseries. Là. Il y a aussi, c'est devenu tellement populaire qu'il y a plein de contenus vraiment trippants et vérifiés et génial, des grands vulgarisateurs scientifiques qui peuvent faire des capsules en dedans de 3 minutes, vraiment génial. Donc, il y a tout sur TikTok. Donc, voilà, plein de questions qu'on se pose comme adultes, mais que, tu sais, c'est ça, comme je disais dans le fond, de plus en plus au primaire, et c'est de plus en plus jeunes qui se posent aussi ces questions-là. Pendant la pandémie, ils ont eu souvent accès à une tablette ou un appareil. Donc, ils se posent des questions similaires, alors que techniquement, ils devraient avoir 13 ans pour les médias sociaux. On sait que c'est pas le cas. Les questions doivent se poser déjà d'avance, donc d'y réfléchir jeunes. Et vous savez, avec les adultes, que ces choses-là ont besoin d'être développées encore. Excuse-moi, Annie, dans le fond, là, moi, je vais juste prendre la balle au bon en disant qu'on a un rôle à jouer lorsqu'on marche l'école. Tous les moments de pause, de dîner, c'est pas tous les centres FGFP qui ont des genres de surveillants d'école, mais moi, je vous invite vraiment à être disponible dans ces moments-là parce que, ben, on le sait, on le voit tous, c'est la même chose dans les écoles secondaires. Nos élèves sont sur les réseaux sociaux, donc d'avoir une certaine discussion avec eux, de s'intéresser à eux, de leur parler peut-être qu'ils vont au pire lâcher leur sel, mais du moins d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on doit penser avec tout ça. Bien, c'est en marchant à l'école et en étant présent dans les temps non encadrés, donc entre les pauses, le matin, le soir, en attendant l'autobus, que je pense qu'on peut avoir un beau dialogue avec eux, puis qui sont en position plus d'ouverture, plus que l'on croit. Oui, on va vous reparler de posture tantôt, hein, la curiosité, c'est un peu ça que tu nommes, Karine, là, de s'intéresser à ce que les jeunes font. Puis je voudrais juste taper le clou un peu de TikTok, mais aussi des autres réseaux sociaux. On a souvent le réflexe de dire « Ah, il est encore sur son cell », tu sais. Puis là, il est encore sur TikTok. Puis oui, il y a toutes sortes de contenus vérifiés, etc. Fait que ça peut être du divertissement, là. Attention, on est tous d'accord avec ça. Il y a plein de défis, puis de divertissement, puis il y en a encore de la danse, là. Mais il y a aussi énormément de politiciens maintenant qui vont être actifs sur les réseaux sociaux. Fait que ça peut aussi être une manière pour les jeunes de se politiser. Tu sais, on dit souvent que nos jeunes sont dépolitisés puis sont désintéressés là, par ce qui se passe autour d'eux. Bien, les médias sociaux, ça peut être une réponse finalement à cette distance qui se trouve là, souvent entre nos élus puis nos jeunes. Fait que bref, il y a toutes sortes de contenus. Allez-y pas parce que sinon vous allez rester pognés, mais allez-y si ça vous intéresse. Même, j'ajouterais, c'est en train de devenir l'un des moyens par excellence de mobilisation politique, mais aussi de diffusion des idées, des jeunes qui vont retrouver, surtout qui ont des idées plus marginales, entre guillemets, qui vont retrouver des gens qui pensent comme eux à travers les médias sociaux. C'est quelque chose qui est déjà là depuis plusieurs années, mais qui est vraiment fort. Donc, face à tout ça, on peut avoir finalement différentes interrogations, différentes réflexions, différents étonnements. Mais nous, on va vous proposer un modèle finalement. Mais le plus important finalement dans le schéma ou dans l'approche qu'on vous propose, ça va être vraiment de prendre une pause. Puis, tu sais, c'est sûr qu'une tête, ça va vite, du moins ce qui se passe dedans. Mais vraiment, tu sais, quand c'est des enjeux aussi, ce qui nous touche dans notre vie personnelle, et que finalement, on a beaucoup d'impact sur les autres, ça a un impact sur notre vie. C'est important vraiment de prendre le temps de réfléchir et d'arrêter. Et sur ce, on va vous présenter
un extrait d'une vidéo de Véronique Grenier, finalement une enseignante en philosophie au Cégep de Sherbrooke. On a un temps d'arrêt où on tient quelque chose dans notre main pour prendre la peine d'aller vérifier si c'est vrai, si c'est pertinent, y a-t-il déjà eu des études là-dessus, on peut définir nos mots, être sûr qu'on se comprenne, sur quoi ça repose, y a-t-il un consensus, ce genre de choses-là, avant de les relâcher dans le monde, parce que c'est ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est conscient qu'on a un impact sur autrui, ben, il faut être très délicat avec la matière qu'on propose. Donc, vraiment, être délicat dans la matière qu'on propose, mais aussi de conscientiser les gens qu'on a un impact sur autrui à travers, que ce soit les médias sociaux, mais aussi à travers la consommation de matériel électronique. C'est un peu comme l'empreinte environnementale, mais là, il y a aussi une empreinte humaine à l'usage du numérique et des enjeux qui l'entourent. Donc, ça nous a amené à construire un modèle qu'on voulait simple. On ne voulait pas complexifier la vie des gens, parce que vous savez peut-être maintenant que la citoyenneté à l'ère du numérique, ce n'est pas une matière en soi au courant secondaire. Vous allez voir qu'à FGA, ça peut devenir un cours en soi. Mais plus on parle à des gens différents, de différents milieux, plus on veut que ce soit simple et concis. Donc, on a ramené ça à 3 axes qui sont sous un diagramme de Venn parce que ce n'est pas quelque chose de linéaire. Là. Tout ça, c'est impliqué et c'est interdépendant. Donc, le but, tout ça, de ce modèle-là, c'est de développer cette fameuse autonomie que de plus en plus, c'est pas la même chose quand on les prend tout petits puis rendus plus grands, on leur donne de plus en plus d'autonomie. Puis c'est ça qu'on veut qu'ils développent, qu'ultimement, quand ils seront plus sur les bancs d'école, ils puissent prendre leurs propres décisions éclairées. Parce que c'est ça le gros défi à l'ère du numérique, c'est d'aller chercher. On est privilégié quand même des avoirs avec nous puis d'avoir le temps de faire cette réflexion-là en commun dans les classes, d'aller les voir puis de réfléchir à tout ça. Parce que ceux qui sont plus à l'école sont très difficiles. Vous avez vu ce que ça a pu donner dans les dernières années, montée du complétisme, entre autres. Mais donc, d'aller rejoindre des citoyens en dehors du parcours scolaire, c'est un gros enjeu, un gros défi. Donc, on peut voir ça comme un privilège qu'on a de le faire avec eux pour développer leur autonomie. Donc, première sphère, être conscient. Être conscient de quoi? Bien, être conscient, ça, c'est être conscient des émotions que les informations sur l'Internet stimulent en nous et être conscient que c'est volontaire, c'est choisi. Les émotions fortes font réagir, créent de l'activité, de l'appétence. Donc, il y a de plus en plus de gens qui cliquent dessus. Donc, pourquoi je me sens comme ça? C'est quoi les enjeux pour vrai? Maintenant que je sais qu'il faut que je me calme, je prends ce fameux temps d'arrêt. C'est quoi l'enjeu derrière ça? Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Comprendre les enjeux du numérique. Puis nous, on a un gros besoin de littératie numérique que vous pouvez faire avec les élèves, qu'on peut faire avec tout le monde. Et aussi, quels sont les biais cognitifs? C'est quoi les biais des sources, les biais cognitifs, nos raccourcis mentaux qui nous font qu'on agit comme ça, les êtres humains? Nous, bon, probablement, c'est la première fois que vous nous entendez, mais on pourrait dire qu'on est gossant avec les fameux biais cognitifs parce que ça explique tellement de choses du monde en ce moment, de la citoyenneté à l'ère du numérique, ces biais cognitifs qui sont avérés une fois que vous les connaissez. Donc, si vous pouvez en parler aux élèves si vous les connaissez bien. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à aller vous informer sur ces fameux biais cognitifs agissant à l'ère du numérique. Donc, être conscient de nous et les élèves, tout le monde, donc des émotions, des enjeux et des biais. Puis, dans le fond, juste pour donner un exemple, est-ce que je comprends l'enjeu? Tantôt, dans les exemples qu'Alexandre vous donnait, il y avait, est-ce que j'active ma géolocalisation? Fait que des fois, on le fait, ma Snap Map ou bon, etc. Puis, on a réfléchi, là, oui, elle va savoir où je suis, mais finalement, comment ça marche, ça, devrait aussi faire partie de l'équation. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un est capable de me suivre en temps réel? Ben, il n'est pas capable de te suivre en temps réel si tu n'as pas ton téléphone dans tes poches. Il y a comme, quand on parle de littératie, c'est aussi un gros quoi c'est ça, puis comment ça marche. Fait que c'est ça la partie être conscient. La deuxième habileté qu'on souhaiterait développer chez nos élèves, c'est réfléchir. Là, c'est un grand mot, là, mais réfléchir, comment ça pourrait se nommer. Bien, essayer de voir les différents points de vue. Toi, tu l'actives-tu ta géolocalisation? Ah non, moi, je suis pas à l'aise pour telle raison. Ah oui, mais moi, je trouve ça vraiment pratique pour telle raison. Dans la plupart de ces sujets-là, il y a plusieurs points de vue qui sont qui s'affrontent, et c'est ce qui fait que souvent, c'est un enjeu puis que ça peut créer des tensions.
Mais en même temps, ces points de vue-là peuvent être riches aussi pour voir qu'on n'a pas juste 2 choix dans la vie. Je l'active tout le temps ou jamais. Il peut y avoir des moments, il peut y avoir des personnes, il peut y avoir des lieux. Donc, on se redonne une sphère plus grande d'action en essayant d'explorer ces points de vue-là. Ensuite, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Autant de points de vue que d'actions, puis même des choses, plus on développe la pensée créative de nos élèves, plus ils vont être capables d'inventer des solutions ou des options qui n'existaient pas encore. Et puis, quand on discute là, avec eux, mettons, on les place devant un enjeu, puis qu'on leur demande, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils sont super bons. On trouve le plus d'options possibles réalisables, mettons. Hey, là, ça part, là, puis là, tu as comme ouvert le cerveau. Tantôt, vous disiez droite ou gauche, là, je ne sais plus. Mais bref, puis là, ils sont capables de trouver toutes sortes de solutions. Puis après ça, on les amène à peser ces solutions-là. Donc, à voir quels sont les impacts de chacune de ces options-là pour, finalement, choisir une option, une action qui est en cohérence avec ce qu'ils souhaitent ou avec la situation ou avec l'enjeu devant lequel ils se trouvent. Donc, suite à, finalement, même si ce n'est pas un ordre cyclique exactement, on espère que les 2 premières habiletés viennent avant agir. Mais agir comment? Donc, la première question à se poser quand on agit, c'est qu'est-ce que je choisis de faire? Donc, parmi les options, finalement, qui ont été proposées, qu'on a soulevées à la lumière de notre compréhension des enjeux, finalement, laquelle je favorise. Finalement, aussi, quels ont été les impacts? Parce qu'une fois qu'on a pris une décision, on n'est pas... Dans la vie, on dit « seuls les fous ne changent pas d'idée », mais des fois aussi, on ne peut pas juste changer d'idée comme abstraitement, on peut changer aussi de cours d'action. Et finalement, ça prend finalement mesurer les impacts, c'est ça qui va nous aider à le faire. Et est-ce que finalement, une fois que j'ai évalué les impacts, que j'ai choisi mon option, j'ai regardé c'était quoi les impacts, est-ce que j'ai quelque chose à ajuster? Finalement, est-ce que je dois changer comment j'agis? Est-ce que je dois continuer d'agir de cette même manière-là? Donc, vraiment, de se donner aussi des outils pour faire oh, OK, finalement, je repense à mon affaire, puis je suis moins sûr. Tu sais, des fois, dans ces temps-ci, c'est un peu à la mode la métacognition, mais c'est aussi de se donner des outils auxquels se comparer. Tu sais, ça ne se fait pas. Sinon, on reste comme un poisson à qui on demande c'est quoi de l'eau. C'est vraiment aussi de se donner des impacts mesurables, puis de faire OK, qu'est-ce que je fais à la lumière de ça? Donc, tout ça, comme vous voyez, c'est quelque chose, un processus. On est tout le temps en train de revoir ça avec les années et avec les nouveaux défis qui vont émerger. Puis nous, on croit que d'être conscient de ce qui se passe, de prendre le temps de réfléchir, de développer cette pensée critique, puis d'agir de façon éclairée, mais c'est gagnant pour les enjeux, présentement, les dilemmes du quotidien, mais aussi les grands enjeux qui ne sont peut-être pas des préoccupations des élèves, des étudiants en ce moment, mais qui deviennent de plus en plus, puis des enjeux même de société, développement d'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, éventuellement l'amour avec les IA aussi, des questions éthiques qui sont soulevées là, que peut-être ce n'est pas une priorité en ce moment, mais d'avoir développer tous les outils intellectuels pour y réfléchir, ça peut devenir vraiment important, toute la polarisation des idées, les notions de vie privée. Donc, c'est un peu la même recette, les mêmes compétences qu'on peut développer pour les enjeux à venir aussi. Bon, donc, on a fait l'historique de la citoyenneté à l'ère du numérique. Après ça, on s'est demandé, c'est quoi un citoyen éthique à l'ère du numérique? Donc, ce serait un individu qui développe ces habiletés-là, finalement, qui est conscient, qui prend le temps de réfléchir à travers les actions qu'il va mettre en œuvre sur le numérique. Ceci étant dit, on a des mandats d'éducation ici autour de la table et comment on peut permettre de développer ça chez nos élèves, comment on peut contribuer à ce développement-là chez nos élèves. Ça va être l'objet de cette dernière partie. Donc, d'une part, à travers notre posture, puisqu'on est, nous, comme professionnels de l'enseignement, et d'autre part, par ce qui se passe en classe et dans nos centres. Puis, c'est à ce moment-là, si je peux demander à Julien de départager son écran, puis on peut peut-être vous laisser la parole à savoir qu'est-ce qui se fait dans vos centres ou peut-être aussi votre motivation à assister ce matin. Est-ce que c'est vous personnellement, comme intervenant, comme enseignant, comme direction, qui avez
cette préoccupation-là? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites? Bien, on veut profiter d'un 5-6 minutes d'échange pour savoir sur quoi il faudrait miser ou qu'est-ce qui se fait déjà aujourd'hui dans vos centres. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Alors, oui, bien Hélène, vas-y Hélène. Oui, je peux partager. En fait, moi, c'est parce que je reçois les infolettes. Puis là, j'ai vu ce sujet-là qui m'a interpellée. Puis quand j'en ai parlé avec Julien me dit que c'était une bonne idée, que j'allais découvrir des personnes extraordinaires en parlant du Putnam. Donc, c'est ce que j'ai voulu vérifier, là, puis en savoir un peu plus. Je suis quand même, je me considère quand même une bonne citoyenne dans l'ère du numérique, là, d'après moi, là. Mais je veux avoir des petits cues de plus, puis avoir peut-être des suggestions, des points à réfléchir un peu plus, peut-être aussi quand je proposerai des activités qui peuvent être sur le numérique, là, parce que des fois, je ne penserai pas nécessairement à tout ce qui pourrait influencer en arrière, là, ce qu'on ne voit pas et qui se fait. Là, donc, puis est-ce que tu vois que, parce que tu es avec les élèves, est-ce que tu vois que c'est quelque chose à développer? Oui, parce que je trouve que, tu sais, eux sont nés là-dedans, hein, fait que, tu sais, ils se sont garochés là-dedans, puis sans crainte, en même temps, c'est là, les autres, ils y vont, fait que peut-être que ma génération, on a un certain recul, parce qu'on l'a vu apparaître tranquillement, donc, ouais, je pense qu'on ne vit pas ça de la même manière, donc c'est pour ça que je voudrais qu'on m'aide à voir de toutes les façons, là, ce qui se passe là-dedans. Comment peut-être aussi adopter une posture éducative chez l'ensemble des intervenants et des enseignants. Tu sais, on a vu que c'était une nouvelle approche, une approche non moralisante, mais qui se veut ouverte par le questionnement. Mais on a besoin, nous aussi, de la développer, ça, comme intervenant et d'accompagner tous nos acteurs pour ouvrir ce discours-là. Bien, merci, Hélène et Julien. Il y a une belle initiative qui a eu lieu à Québec là, de faire un atelier d'autodéfense numérique par l'organisme Ciel. Effectivement, ils offrent des ateliers pour le deuxième cycle du secondaire, donc nos secondaires 3, 4, 5. Sinon, ils vont pouvoir l'adapter aussi là, pour nos élèves de la FGA, l'ensemble de la FGA et de l'AFP. Mais c'est un bel organisme avec un bien-être numérique qu'on peut faire venir dans nos centres. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, d'autres questionnements aussi sur lequel il faudrait se pencher? Bonjour, mon nom est Éric Soria. J'aurais un questionnement qui va assurément se présenter lorsqu'on va aborder la citoyenneté numérique. Moi, je le vois quand même assez fréquemment. Le conspirationnisme. Je sais qu'il faut remettre les points sur les i en général avec tact, mais c'est quand même tout un art de débattre avec des élèves qui ont des fois des pensées complètement inusitées, mais qu'on ne veut pas non plus les ridiculiser parce que des fois, ils n'ont juste pas les bons outils pour le vérifier. Fait que je ne sais pas si vous auriez un petit mot à ajouter là-dessus. Ça, j'ai déjà quelques petits tests que j'ai fait. Utiliser l'humour, ça peut être gagnant, de les prendre en individuel, un peu l'isoler du reste du groupe pour ne pas faire un show du fait qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes informations pour appuyer leur jugement. Mais je me demandais... moi, c'est clair que ce cours-là, je l'utilisais beaucoup pour aider les élèves à peut-être mieux comprendre et mieux rechercher leurs différentes hypothèses, là, comme on peut dire, tout ce qu'ils entendent et voient sur les différents réseaux sociaux. Je ne sais pas. Ça a été, je l'ai vu là, dans la présentation, je le voyais comme un petit peu apparaître de temps en temps dans la présentation. Alors, je suis sûr que vous devez l'utiliser fréquemment. Donc, je serais ouvert à peut-être entendre vos petits trucs et astuces par rapport à ce phénomène. Oui, bien, si je peux, on a effectivement donné beaucoup de conférences sur le complotisme, la désinformation, les approches. Tu as absolument raison, c'est quelque chose qui est très touché, vraiment sensible. Tu as les bons stratagèmes de prendre un visuel, de semer le doute, mais de ne pas humilier parce que les gens, ils se battent. C'est la même chose avec les adultes. Là. Donc, si on confronte, plus on confronte, parce que c'est un sentiment d'appartenance aussi. Donc, ça peut vraiment faire qu'ils vont en opposition, justement. S'il y a une confrontation, ils vont raffermir leur position, puis on peut les perdre, là, donc dans ce qu'on appelle le fameux
terrier du lapin. Là. Donc, si on est capable de faire réfléchir les gens et d'avoir semé ce doute-là sans jugement, c'est ça qui est difficile, qui est le plus tough dans la posture, c'est de faire, peut-être que ça bouille en dedans de comme c'est n'importe quoi, mais d'avoir cette idée-là d'ouverture, de discussion, de réflexion. Parce que c'est ça, même chose quand on parlait de citoyenneté à l'ère du numérique, c'est que quand ça vient d'eux autres, quand les doutes commencent à augmenter puis à varier leurs sources d'information, nous, j'ai mis le dossier complotisme qu'on a créé sur le sujet. Parfois même, je ne sais pas si vous êtes proche des élèves, là, comme pédagogue, on peut travailler, parce que c'est quelque chose qui les jeunes triplent. Là, moi, mes 4-5, là, ils veulent en entendre parler, de complotisme et tout. Fait que, de le faire dans un contexte éducatif, pédagogique, de OK, regarde, on va regarder ça, puis on va débunker ces trucs-là, puis de voir comment c'est construit des vidéos complotistes, les stratégies qui sont utilisées, la musique, le ton, en tout cas, j'aurais le goût de faire de la conférence au complet sur le truc, sur le millefeuille argumentatif, plein de preuves pseudo-scientifiques, mais garochées, que tu n'as pas le temps de vérifier. Donc, quand on décortique des vidéos complotistes avec eux, puis qu'ils comprennent les mécanismes, parce que les jeunes, ultimement, ils ne veulent pas se faire bullshiter. Là, ils veulent comprendre. Fait que quand tu peux aller gratter ce itch-là de comme « Ah, ça m'intéresse, je veux m'informer », mais au lieu de le faire tout seul sur YouTube, puis que là, ton prochain vidéo te suggère quelque chose d'autre, puis là, ça commence à infiltrer tranquillement peut-être des idées complotistes, mais de le faire dans un contexte pédagogique, c'est super riche. Cela dit, si vous n'avez pas le temps, on a mis l'activité, si ça se peut ou pas, je ne sais pas si Annie, si vous voudrez en parler un petit peu. Parce que, juste parenthèse, dans le fond, nous, on accompagne, on est des profs d'éthique, mais on fait du stock avec des profs de sciences, des profs de français, des profs de toutes les disciplines et tout. Fait qu'il y a façon, c'est ça qu'il faut, la pensée critique, ça ne se crée pas dans l'abstraction comme soyez des penseurs critiques. Les complotistes, c'est ça qu'ils disent, en fond, que ce sont des penseurs critiques. Là. Tout le monde se réclame de la pensée critique. Ça prend d'importantes connaissances dans chacun des domaines. C'est pour ça que ça ne veut pas juste se faire en éthique. Il faut que tu connaisses la science, il faut que tu connaisses l'histoire, puis pour développer une pensée critique sur l'histoire, il faut que tu aies des bases de connaissances. Donc, voilà, l'activité, ça se peut ou pas. En tout cas, je passe la parole à Annie. Ça se peut ou pas. J'ai mis aussi Anatomie d'une traînée de poudre, là, dans le sens, c'est 2 activités qui ont été bâties pour essayer de développer la littératie puis comprendre ce qui se passe en ligne. Ceci étant dit, c'est important. En fait, la question, je ne vois plus la personne qui l'a posée. Excusez-moi, j'ai trop d'écran. Ah oui, Eric, je te vois. C'est touché, hein, parce que ça demande un doigté particulier, puis à peu près tous les documents qu'on consulte sur la question le dit. L'important d'emblée, c'est la relation. Puis on le sait, nos jeunes, ils ont peut-être les plus vieux, peut-être exactement, je vais dire notre clientèle, parce que moi, je travaillais essentiellement au 2e cycle du secondaire, là, fait qu'en termes d'âge, ça se rapproche. Ils ont quand même un ego important. Puis de les confronter devant tout le monde par rapport aux connaissances qu'ils ont ou aux croyances qu'ils ont, ça peut avoir l'effet inverse, en fait, de les ostraciser encore plus, puis de les repousser dans leur tranchée. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et donc, dans le dossier complotisme, on a mis une vidéo qui est une série qui a été produite par des Français qui s'appelle Complotiste, quelque chose de même. Là. Puis ils font des exemples, c'est vraiment loufoque. Là. Ils font un exemple de pourquoi, mettons, Justin Bieber est à la source de Candy Crush. Ben, en utilisant quelque chose de complètement hors sujet, c'est qu'on ne va pas parler de vaccination, qu'on ne va pas parler de la Terre est plate ou si la Terre est ronde, pour essayer de faire ce qu'Alexandre nous disait, donc de démystifier, de voir les contenus, de voir comment on peut faire des mauvaises corrélations, de dire, bon, c'est 2 éléments qui se comparent pour vrai, ou pourquoi oui, pourquoi non. Est-ce que c'est un enjeu symbolique? Parce que dans la vidéo, entre autres, de Justin Bieber, il parle du symbole de son tatouage qui ressemble à à telle affaire de Candy Crush. Puis, fait que, tu sais, en essayant d'avoir comme matière première quelque chose qui touche personne, mais il y a moins de risques au niveau émotif puis de fermeture chez nos élèves. Fait que c'est une autre suggestion, là, mais comme vous avez compris que Éric t'as touché une de nos cordes sensibles, là, on n'arrête pas d'en parler. Mais c'est une super bonne question. C'est une préoccupation qui est vraiment présente, là, effectivement, dans le milieu. Fait que faut l'intéressant.
Puis aussi, quand même rapidement, là, c'est sûr que là, quand ils sont rendus là, ça demande beaucoup de doigté. Puis même, justement, Annie, elle a bien dit, j'ai regardé un peu ce qui s'est fait comme intervention en recherche. Puis même quand c'est trop confrontant, puis ça touche le sentiment d'appartenance des gens, ça peut avoir l'effet de renforcer les croyances parce que là, ils sentent comme, souvent la perception aussi des milieux complotistes, c'est que c'est eux contre le monde. Puis là, si tu les confrontes trop, ben là, tu leur prouves que c'est eux contre le monde. Mais du point de vue plus préventif, il y a Contrôle F qui a fait une série de cours, finalement, de leçons. Le matériel est déjà préparé sur justement les vérifications des nouvelles. Puis c'est super bien documenté, comme au niveau des effets. Puis aussi, c'est rapide, là. On s'éloigne des listes de vérification à 10 choses à cocher sur le site web. Puis on va vers quelque chose qui prend en moyenne 30 secondes à 1 minute et demie. Fait que ça aussi, ça peut être fait avant, plus en prévention, mais même avec. C'est un sujet relativement qu'on peut faire avec d'autres élèves pour justement cette littératie-là qu'Alexandre parlait. Ben, là, c'est finalement des connaissances un peu procédurales, mais qui vont permettre de mieux s'informer, justement. Tantôt, on parlait de TikTok là, qui range tout, puis un peu l'ironie, c'est qu'il y avait un désintérêt pour l'actualité de plus en plus depuis quand même plusieurs années chez les plus jeunes. Puis là, l'actualité revient dans leur fil TikTok, entre autres, c'est comme l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Ben là, ils ont des informations comme ça. Hein? Fait que de leur parler de lecture latérale, de comme, OK, il y a une information, on t'affirme quelque chose, de sortir de la source, d'aller contre-vérifier, voir qui d'autre en parle, est-ce que ça a de l'allure, au lieu de changer le paradigme parce que je me rappelle d'un moment, quand j'ai commencé, où est-ce qu'on disait « passe beaucoup de temps sur le site, trouve toutes les infos d'où ça vient, Wikipédia, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon », alors que là, maintenant, à la vitesse d'information qu'on reçoit, ben oui, justement, passe pas trop de temps sur la chose, sors de là, lecture latérale, comme les fact-checkers journalistiques font, ils vont aller contre-vérifier les choses, c'est ça qu'il faut leur montrer, il faut leur dire que Wikipédia, c'est pas le démon, pour aller avoir une base de voir, OK, ça a-tu de l'allure? Évidemment, ce n'est pas la source pour les travaux de fiables de choses, mais pour commencer à avoir ces connaissances-là, puis voir ça a-tu de l'allure, est-ce que ça a du bon sens? Donc, changer les stratégies, puis comme Jérôme le disait, là, vraiment, Contrôle F, ils ont fait un travail de dingue là-dessus. Là, c'est vraiment bien fait. Les capsules ont été refaites par des Québécois. C'est pas quétaine, c'est cool. C'est vraiment là, ce programme-là est écœurant. On a nommé tantôt le ciel pour les médias sociaux, le rapport aux médias sociaux. Donc, il y a l'intérêt, c'est ça, il y a plusieurs organismes qui font du travail vraiment bien pour différents sujets thématiques de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, nous, on a des activités pédagogiques, des stratégies, mais aussi on met sur sitnum.ca des organismes qui vont parler directement aux élèves aussi de ces enjeux. Donc, comme éducateur, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, quels sont nos leviers, puis quelles cordes on peut utiliser. D'une part, avoir travaillé sur notre posture éducative. On en a déjà une. Tout le monde ici, on a des objectifs communs. Maintenant, comment on peut se positionner pour développer, pour favoriser le développement de cette citoyenneté-là. Et d'autre part, aborder avec vos élèves des enjeux du numérique dans le but de leur permettre d'être encore plus conscients. Il n'y a pas beaucoup de milieux où on a le privilège de se dire « Hey, tu sais quoi la géolocalisation? » Donc, voilà. C'était un exemple. Posture. On le disait tantôt, posture non moralisante, c'est important de rester neutre par rapport aux élèves. Puis, ça demande de se parler, hein, quand même. On le disait tantôt, qu'est-ce que tu fais encore sur ton cell? Puis, comme parent, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont parents, qu'est-ce que tu fais encore sur ton cell? Je cherche une recette, maman, je vais faire des biscuits. Ah, continue, ma belle. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton cell? Ah, je suis en train de regarder une idée de bricolage parce que je ne sais pas comment faire pour que ça puis ça colle ensemble. Ah, ben continue, ma belle. Fait que ça demande de se parler, ça demande de détruire un peu des mécanismes de réflexe qu'on a. Fait que rester neutre, essayer de ne pas se positionner comme détenteur de toutes les réponses. Ceci est bien, ceci est mal, mais plutôt comme quelqu'un qui pose les bonnes questions avec le bon ton. Pas genre, qu'est-ce que tu fais encore sur ton cell?
Donc, poser les bonnes questions. Ah oui, tu trouves que ça, c'est intéressant, pour quelle raison? Et donc, qu'est-ce que ça a comme corollaire, ça? Bien, ça développe la réflexion. Parce que l'élève, il est obligé, pour répondre, de justement approfondir sa position ou le point de vue qu'il a mis de l'avant rapidement. Puis finalement, dans notre posture, bien, modéliser des stratégies. Hein, vous êtes tous géolocalisés ensemble, la petite gang, c'est le fun. Comment ça marche, la géolocalisation? Je ne sais pas, toi. Je ne sais pas plus, moi, comme éducateur, comment ça marche, la géolocalisation. Viens, on va s'asseoir ensemble, puis on va chercher. Puis là, on ouvre ensemble l'ordinateur, on regarde, premier site, deuxième site. Puis pourquoi, moi, comme adulte, je vais dire, ah ouais, celle-là, ça ne répondra pas à notre besoin. On va aller voir lui. Ah, on a un bout de réponse, mais il nous en manque. On va aller voir lui, etc. Donc, de modéliser ces stratégies-là avec les jeunes, ça développe aussi ces réflexes d'essayer de connaître, d'essayer de savoir comment arriver à la bonne information, dans cet exemple-là, entre autres. Mais la recherche nous dit que c'est aussi valide au niveau des savoir-être. J'ai un bug, j'y arrive pas, je ne sais pas comment résoudre ce dilemme-là ou comment résoudre ce problème-là. Je suis un peu déconstruit, vous le savez, hein, des fois que le numérique, ça ne marche pas puis ça bug. Eh bien, de donner accès à nos pensées, à nos jeunes, c'est un acte volontaire de la parole, parce qu'on ne peut pas encore lire dans les pensées. Mais de leur dire, bon, OK, là, on vit vraiment un problème, là, je ne sais pas quoi faire. De leur montrer comment on trouve des solutions, quelles questions on se pose. Est-ce que j'appelle le technicien? Je demande ça de mes élèves. Change-tu mon cours complètement? Bon, bref, ça leur permet de voir comment on peut faire face à l'adversité, mais trouver des solutions puis essayer. Donc, il y a plus de chances. Puis là, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Là, c'est Tina Montreuil qui a démontré ça dans ses études. Comment ça démontre aux jeunes et aux élèves qu'on peut se mettre en mode solution puis de réappliquer ça à d'autres moments. Fait que modéliser des stratégies, c'est oui au niveau des savoir-faire puis des stratégies là, vraiment plus concrètes, mais ça peut être aussi au niveau des savoir-être, ça fonctionne. Puis si je parle un petit peu sur les stratégies concrètes, là, vu qu'ils sont nés là-dedans, puis c'est intuitif, puis à 3 ans, ils prennent l'iPad, puis ça va tout seul, on peut prendre pour acquis que ça va bien pour la recherche sur Internet. Mais finalement, il y a très peu de gens qui leur montrent à googler puis à trier les sites. Donc, c'est un réflexe que les profs, en tout cas, moi, je n'avais pas. Je faisais de la recherche, j'allais chercher l'info, puis j'arrivais avec l'information. Je le faisais en dehors de la classe, mais de plus en plus comme ça, de le faire devant eux, c'est nécessaire parce que c'est bien rare les familles où est-ce qu'ils vont asseoir le petit bit sur le comptoir puis ils montrer à faire une recherche Google. Là. Ça va tellement de soi un peu pour tout le monde que finalement, ils ne l'apprennent pas puis ils ne le pratiquent pas tant que ça. Donc, c'est essentiel, important de le faire. J'ai un petit bug avec le Clap, mais ça va prendre 1 seconde. Fait que si vous avez un appareil numérique à porter ou si vous voulez ouvrir une autre page sur votre navigateur, on va vous poser des questions via une plateforme de participation qui s'appelle WooClap. Donc, vous allez pouvoir soit scanner le code QR qui va apparaître à l'écran ou utiliser le lien qu'on va vous mettre dans le clavardage. Donc, wooclap.com/site-num-FGAFP ou le code QR. Donc, on voit en bas qu'on a 24 personnes de connectées actuellement. Si vous faites des interventions grand groupe, ça peut être vraiment pratique. Comme ça, vous savez, comme là, on est rendu 26. Pour ceux qui ne savent pas où je regarde, là, c'est en bas à droite. On sait qu'il y en a quand même une partie d'entre vous qui fait autre chose. ou qui est en train de se connecter. Puis si vous l'utilisez aussi dans une classe, on voit le nombre de... avec un groupe d'élèves, d'adultes, on voit le nombre de personnes aussi qui sont connectées, mais qui ont répondu. Puis ça permet aussi de voir c'est quoi le niveau de participation réel. Donc, 36, il y a encore des gens qui se connectent, bravo. 37, mon Dieu, 37 sur 48, c'est un de nos plus hauts taux de participation. Vous êtes négligés, mais vous êtes les meilleurs. Mais effectivement.
Fait qu'il est toujours temps de se connecter. Vous voyez, l'adresse, elle demeure en haut de la présentation, donc ookla.com/site-num-FGAFP. Le code QR, par contre, n'est plus là. Mais on est rendu à 40. Donc, où en êtes-vous dans votre relation avec votre téléphone? On sait que c'est quand même un enjeu. Fait qu'on va regarder avec ça. Est-ce que c'est mon meilleur ami toujours là avec moi? Je gère, mais il faut parfois que je me parle. C'est clairement l'objet le plus utile du 21e siècle. On s'entend, hein, c'est des points de vue que vous pourriez avoir envie de répondre 2 choses différentes, voire 3. C'est ça, il faut vivre avec. C'est de l'adversité. Il y a juste un choix. Donc, ça semble... on dirait quand même 45 ans, donc ça continue de rentrer. Mais on sent que je me gère, il faut parfois je me parle. C'est un enjeu pour beaucoup de gens. Un peu moins que la moitié. Je travaille mon calcul mental. Donc, on va retourner dans la présentation. C'est vraiment intéressant de parler de cellulaire avec nos jeunes, hein, parce que dans plusieurs centres, ça peut être un enjeu pour les enseignants, ça peut être un enjeu pour les élèves. Quand on dit qu'on est tout le temps sur notre cell, en fait, notre écran, notre téléphone, ça reste un portail. Hein? C'est un portail vers des meilleures recettes, comme celle sur le site de Ricardo, là, comme les carreaux aux dates, les meilleures. Ça peut être un portail vers nos amis, notre famille. Fait que quand on se pose la question, qu'est-ce que je fais encore sur mon écran? Bien, est-ce que je suis en train de m'informer? Est-ce que je suis en train de communiquer, d'organiser ma fin de semaine? De prévoir les livres pour le hockey? D'écouter une émission d'information? Ou est-ce que je suis en train de me divertir? Est-ce que ce 5 minutes-là que je joue à mon jeu de casse-tête ou de sudoku, ça fait de moi un meilleur humain pour les 3-4 heures d'après parce que ça met mon cerveau à off? Est-ce que je suis en train... Fait que dans le fond, ce qu'on doit questionner comme enjeu quand on parle avec nos jeunes, puis ça sur quoi on devrait, comme éducateur, avoir la puce à l'oreille, c'est est-ce que mon jeune, c'est quoi le problème? C'est probablement pas le téléphone, l'objet en tant que tel. Si on soupçonne une problématique avec un jeune, est-ce que c'est parce que ça ne fonctionne pas au niveau de son cercle social? Est-ce que c'est parce qu'il est isolé ou c'est parce qu'il vit quelque chose de particulier ou justement qu'il a de la misère à se détacher de ses amis? Ah, on a tous été ados ici, ça c'est une certitude. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont passé des heures au téléphone avec leurs amis. Peut-être qu'il y en a qui se faisaient tout le temps dire « Raccroche, il faut que je me connecte sur Internet! » Vous rappelez-vous de cette fameuse époque? Etc. Fait que, dans le fond, oui, les paramètres ont changé. Hein? Avant, on photocopiait des recettes puis on se les passait. Là, on s'envoie un lien, etc. Pourquoi tu ris? Parce que tu files beaucoup la métaphore de la recette, j'ai aussi. Ah oui, tout le temps. Mais bref, on avait des usages qui ne sont pas tellement différents d'aujourd'hui, mais qu'on utilise le téléphone pour le faire. Fait que c'est important dans cette réflexion-là qu'on ne mette pas toujours l'outil en avant, mais qu'on parle des usages de l'outil. Puis c'est peut-être à ce niveau-là que nos jeunes, ils ont un enjeu. Ils n'ont peut-être pas un enjeu avec le téléphone, plus qu'avec une plateforme de jeu qui fait en sorte qu'ils ont toujours envie de jouer. Fait qu'on nos cibles comme intervention vont être différentes en fonction de pourquoi et comment ils l'utilisent, ce fameux téléphone. Voilà. Donc, finalement, les enjeux du numérique, là, on a beaucoup parlé du téléphone, mais aussi, ils ont un usage, le numérique, ça peut avoir un usage pédagogique. C'est vraiment ça aussi le message qu'on a. Ça peut être utilisé pour prendre conscience finalement des réalités qui nous entourent et aussi prendre conscience des enjeux numériques qui nous entourent. On peut aussi, en fait, on doit, mais je ne vous oblige pas. C'est important vraiment de réfléchir aux enjeux du numérique aussi, tant avec l'outil que sans l'outil, de prendre conscience de tout ce qui est l'empreinte environnementale du numérique, l'impact des médias sociaux,
sans en faire un gros monstre avec des yeux rouges. Finalement, la participation démocratique commence à s'influencer, ou justement, on l'a mentionné tantôt, la mobilisation politique commence à se transformer. Vraiment, ça a beaucoup d'impact sur différents enjeux, différentes sphères de la société. Et finalement, une fois qu'on comprend un peu plus finalement ces enjeux-là, c'est intéressant aussi de se demander qu'est-ce qu'on veut comme action en tant que citoyen, que nous, on veut prendre comme personne, mais aussi qu'est-ce qu'on veut montrer aux jeunes qui est possible ou aux adultes de faire vraiment avec ces outils numériques-là. Qu'est-ce que ça leur apporte de plus, mais aussi qu'est-ce que ça leur apporte comme contrainte. Puis, on voulait vous montrer cette diapositive-là. Il y a beaucoup de choses parce que, personnellement, quand j'ai rejoint l'équipe du Récit d'épée, quand j'entendais citoyenneté, j'avais une vision vraiment civique, droit de vote de la citoyenneté politique, mettons. Et finalement, être citoyen à l'ère du numérique, là, c'est très, très large. C'est tous les enjeux de soi à la société et à l'autre. Donc, on parle tant, comme tantôt, de désinformation, de comportement en ligne, les notions de vie privée, temps d'écran, accès émotions, médias sociaux, jeux vidéo, ça va chercher l'intelligence artificielle, le droit à l'image et même les enjeux environnementaux du numérique. Donc, tous les enjeux éthiques du numérique, tout ça, ce sont des thématiques qui font partie de ce qu'on appelle, nous, la citoyenneté à l'ère du numérique. Mais possiblement, très probablement, il y a peut-être des enjeux, des thématiques ou des choses qui vous touchent davantage. On a vu, Eric, lui, c'était la désinformation, le complotisme. Donc, on va vous poser la question. C'est le même lien WooClap, donc s'il est encore ouvert, ça devrait suivre. Cette fois-ci, on vous demande, dans votre centre, quels sont les enjeux prioritaires à aborder avec vos élèves. Ça n'a pas besoin d'être une des thématiques montrées, là, ça peut être vraiment votre réalité. Là. C'est sur quoi vous pensez que ce serait une priorité, ce serait nécessaire d'agir voilà, dans votre centre. Donc, c'est réponse ouverte. Donc, allez-y, honnêtement, et sans censure. Vous pouvez répondre plusieurs fois, hein, parce que là, dans le fond, on vous demande quels sont les enjeux prioritaires. Fait que sous la forme d'un plan de match, là, mettons, on parle de l'année prochaine, vous commenceriez, si vous aviez, on se donne un exemple, une série d'ateliers à faire sur l'heure du midi avec les élèves, le premier sujet sur lequel vous auriez envie de discuter avec eux, ce serait quoi? Ce que vous pensez qu'ils ont le plus besoin à l'heure actuelle? Les influenceurs, vraiment intéressant. On a une full belle activité là-dessus. Mais on va aussi vous parler, là, j'ai hâte que Toby et Karine nous prennent la parole. Full out. OnlyFans, un enjeu, effectivement. On espère plus avec les adultes qu'avec les jeunes secondaires. Sinon, c'est inquiétant. Mais c'est un enjeu, effectivement, extrêmement contemporain et important. Accepter les cookies. Excuse-moi, Alex, vas-y. Ah, ben, je le disais, il y a des belles réflexions éthiques, justement, de discuter entre les jeunes. Temps d'écran dépendance. Je vois des choses bien techniques, puis super le fun, hein? Les cookies, entre autres. Il y a 2 personnes qui ont répondu ça. Puis j'ai vu aussi la gestion des notifications. Tu sais, c'est des connaissances techniques, mais qui ont un impact, mine de rien, sur notre utilisation. Tu sais, quand on regarde les enjeux du numérique aussi, puis mettons, on ne le présente pas en fond en détail aujourd'hui, mais par exemple, la formation de contrôle F, justement sur la vérification des faits, pour les enjeux du numérique, à tout le moins, il n'y a pas tant de différence entre les habiletés techniques et la compréhension du phénomène. Comme tu as besoin d'un morceau, tu as besoin de connaître le truc pour le comprendre, puis tu as besoin de... Oui, ça ne va pas tout à fait dans les deux sens. Là. Il y en a qui est dur à faire sans l'autre, mais il ne faut pas mettre ça de côté en disant c'est technique, ils ne comprendront pas vraiment. Moi, ce que je veux qu'ils comprennent. Au contraire, comme ce n'est pas enseigné tant que ça dans le curriculum scolaire, ben justement, il y a d'autant plus un manque à combler, ou du moins un manque qui est laissé à la discrétion de leur volonté de s'informer. Effectivement, puis de là, l'importance que ça soit quelque chose qui soit sensibilisé à tous et transversal, parce que malheureusement, on n'a pas de prof d'éthique en FGA, FP. Et je pense en formation professionnelle qu'on a des gens de métier. Donc, on doit vraiment essayer de sensibiliser ça parce que c'est leur dernière chance d'avoir
une certaine éducation en formation professionnelle. Ensuite de ça, ils vont se retrouver sur le milieu du travail. Donc, comment bien l'utiliser, comment réfléchir. Donc, on a tout un rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup de vos réponses nombreuses et vraiment excellentes. Ça nous aiguille, c'est hot. Là. Puis je veux dire que, tu sais, nous, il y a de plus en plus de profs qui le font, puis d'intervenants, de professionnels et tout. On n'a pas les données de l'impact que ça a. Néanmoins, la formation sexto que les policiers donnent sur la sextorsion, eux autres, ils comptabilisent, puis les endroits où la formation a été donnée en prévention, qui ont fait les interventions auprès des jeunes, les cas ont diminué de beaucoup. Donc, ça a un impact d'en parler en amont plutôt qu'essayer d'éteindre les feux quand ça explose où il y a des cas. Donc, c'est vraiment gagnant d'y aller en prévention. Puis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, tantôt, on dit prendre un temps d'arrêt, etc. Puis là, prendre le temps d'être conscient, nanana. Mais quand on a déjà fait des chemins dans notre cerveau, avec nous humains, là, tout le monde, mais avec les élèves aussi, bien, c'est plus facile d'accéder rapidement à une réflexion puis à une action. Dans le sens où c'est quand même exigeant de faire ce chemin-là, mais si préalablement, on a réfléchi ensemble sur les cookies, bien, je sais déjà plus où je m'en vais. Ça outille mon action en amont. Fait que oui, c'est utile, assurément. Oui, puis tu sais, comme être humain, on est vraiment meilleur à réagir à quelque chose auquel on est préparé qu'à s'inventer une nouvelle réponse, puis la mettre en application. C'est vraiment intéressant. On va prendre des captures d'écran de ça, assurément. Je nous invite à passer à la prochaine diapo. Donc, on vous laisserait aller à la pause, mais pendant la pause, pour être sûr de garder votre attention pour la suite de la présentation, bien, on vous demanderait tu sais, le bout où on découvre un site Internet, puis là, on a envie de cliquer partout, puis on n'écoute plus pas en tout ce qui se passe. Je sais que pas vous, là, mais moi, ça m'arrive des fois de faire ça. Les autres. Fait que ce qu'on vous demanderait finalement, c'est d'aller sur sitenum.ca puis de cliquer partout pendant la pause. Puis comme ça, quand on va revenir, bien, on va l'explorer ensemble, mais là, on pourra garder votre attention. Bien, en tout cas, si on aurait pu la perdre, si on avait pu la perdre, là, on va être sûr de la garder. Donc, OK, donc on va prendre le temps d'aller voir, dans le fond, comment on bâtit nos activités pédagogiques, juste pour vous donner un ordre d'idée, puis peut-être des pistes pour les réexploiter là, dans vos milieux. Donc, Jérôme, si tu veux cliquer sur « À vous de jouer » pour qu'on se déplace vers la navigation dans le site. Fait que dans le fond, les activités que vous avez vues sur Sitenum, celles qui ont été bâties par nous, elles ont toutes comme support un site web. Donc, on appelle ça un mini-site, un micro-site, pardon, parce qu'il n'a qu'une seule utilité, c'est-à-dire cette activité. Alors, sur la page d'accueil, vous avez tout le temps, bon, le titre. Des fois, c'est un petit peu moins flash que ça. Donc, on a l'ordre, la clientèle à laquelle s'adresse cette activité. Elle a été créée par qui? Et c'est quoi l'intention pédagogique globale de cette activité-là. Ensuite, vous avez deux choix, donc soit débuter l'activité en ligne ou accéder à la page prof. En fait, vous devez savoir que les activités sont bâties sous 3 modes, c'est-à-dire qu'elle peut se faire 100% en ligne sans laisser de traces. Ce que ça veut dire, c'est que si vous animez une activité, bien, ça peut être intéressant de le faire en ligne avec les élèves, mais que s'il y a des enseignants dans votre centre qui voudraient garder des traces à travers les questionnaires et tout, bien, que ce n'est pas possible quand on remplit directement en ligne, puisque les questionnaires mènent dans le vide. Le but, c'était de la réflexion, finalement, pas nécessairement la réponse. Ensuite, elle est faite pour être imprimée. Donc, il y a une version PDF de l'activité qui est disponible dans le site. Puis, il y a aussi des versions qui sont faites pour être réalisées en ligne, mais à travers des documents Google pour la plupart. Puis, certains, on a eu le temps de faire une copie là, en version Microsoft, donc pour les différentes applications qui peuvent être utilisées. Que ce soit pour vous ou des fois pour un enseignant qui pourrait faire appel à vous, eh bien, c'est les modalités de réalisation. Ensuite, les tâches ont été divisées en défis. Donc, pour susciter l'engagement, pour raccourcir
les temps de réalisation, puis le fait d'avoir accompli une tâche, bien, on est allé par défi. Fait que si, par exemple, tu vas au défi 1, en haut dans la barre, bien là, le défi 1, il y a des consignes, des fois, parfois il y a des lectures, il y a des documents consultés, des vidéos, etc. Mais à la fin du défi 1, essentiellement, il va pouvoir aller au défi suivant. L'intérêt pour vous, en fait, de l'avoir comme celle-là, comme ça, c'est que vous pourriez décider de choisir un seul défi puis de faire ça sur l'heure du midi ou de recommander un défi à un élève. Tu pourrais faire le défi 1 sur ma tarte numérique, puis après ça, reviens me voir, on pourra en jaser, etc. Donc, ça peut être utilisé vraiment de façon créative pour répondre à des besoins qui sont variés. Puis comme Jérôme le disait, c'est libre de droit. Fait que si jamais vous avez besoin, prenez-en une copie Google, modifiez-la, faites tout ce que vous voulez avec. Fait qu'essentiellement, c'est ça. Si on va à la page prof maintenant. Donc, dans la page prof, vous retrouvez des liens avec le PFEQ. Là, les liens avec les programmes de la FGA ne sont pas explicités dans les activités, mais je voulais vous le montrer parce que c'est là que vous accédez aux documents qui sont téléchargeables ou imprimables. Donc, tout est dans la page prof. Vous avez aussi les éléments de la compétence numérique que cette activité-là va développer. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur une des activités qui est dans cette NUM, c'est comme ça qu'elle est présentée. Maintenant, regardons un peu, on va essayer de vous présenter là, de façon variée quels thèmes nos activités touchent, puis comment vous pourriez les exploiter vraiment brièvement. Là. Donc, ça touche vraiment différents thèmes, différents enjeux. Un enjeu qu'on a vu aussi ressortir dans les préoccupations à travers le WCLAP, mais ça, c'est tout le temps, c'est normal. Les médias sociaux, ça a pris une importante part de vos préoccupations. Et l'autre partie importante, part de vos préoccupations, c'est l'enjeu de la désinformation. Dans les deux cas, on a des activités. Notre mur à nous, pour être honnête, s'adresse peut-être aux plus petits. Puis pas tant, je sais qu'il y en a en alphabétisation, peut-être au niveau de la longueur du texte, mais aussi au niveau du choix de mots, il y a peut-être un peu de modification. En fait, assurément, de modification à faire. C'est pas parce que tu as de la misère à lire que tu as le vocabulaire d'un enfant de deuxième année. Donc, il y a les influenceurs, il y a aussi Dilemme social. Le dilemme social qui est intéressant, là, il est fait sur le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Social Dilemma ou en français, Derrière nos écrans de fumée. Ça a été nommé dans le WCLAP tantôt. Ah, bon, bien, parfait. Donc, fait à partir de ça, Révolution, justement, s'il y en a qui ont une fibre artistique qui est faite sur le droit des enfants avec la mobilisation d'œuvres d'art. Et il y en a plusieurs aussi qui ont été faites sur, justement, la désinformation. Anatomie d'une théorie sur, justement, le complotisme, sujet nommé par Éric tantôt, si je ne me trompe pas. Moi, j'enseignais en adaptation scolaire. J'avais des jeunes de 18-19 ans dans ma classe. Puis, tu sais, eux aussi trouvaient ça extrêmement intéressant. Puis adapté à leur âge. Là, fait que c'est une activité qui demanderait moins ou pas du tout vraiment d'adaptation. Donc, pour traiter des enjeux de vie privée, pour les plus petits, ta photo, ma photo, mais dans ta face, la reconnaissance faciale, public ou privé, grand frère sur le tracking, la géolocalisation, puis les enjeux de surveillance en ligne. Et on a développé justement cette année, on en parle de plus en plus, l'impact environnemental du numérique, les enjeux environnementaux qui ont été exacerbés par la pandémie à nouveau. Donc, on a créé l'activité Donnez-moi de l'oxygène où il y a beaucoup d'informations. On dit d'être conscient et de réfléchir, là, beaucoup d'informations sur l'impact de nos usages numériques. Puis beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Puis on sait maintenant exactement quel verre d'oreille vous avez en tête. Donnez-moi. Donc, dans les autres enjeux, il y a aussi un autre enjeu nommé aussi, celui des jeux vidéo. On a deux activités justement sur les jeux vidéo. Et aussi, on a juste vos préoccupations à cœur, dans le fond, toutes vos préoccupations. Le temps d'écran, autre aspect qui a été nommé. Il y en a qui vont ressembler un peu à comme mon mur à moi, ça va ressembler un peu à ma tarte numérique. Encore une fois, ces activités plus pour le primaire. Mais patate chaude et mon temps, mon choix,
c'est vraiment des activités qui vont toucher, qui vont être bien faites quand même pour les adultes. Dans le fond, je voulais spécifier que le récit du développement de la personne, vous êtes malade. Sérieusement, les outils et les ressources que vous avez faites, c'est incroyable. Je mets en contexte, je suis récit FGA et non développement de la personne de mon côté. Ce qui arrive, c'est que on va aller utiliser, nous, ces ressources-là, c'est sûr et certain, pour pouvoir proposer ça dans nos milieux. Puis la diapositive que vous voyez, dans le fond, pose une question, puis je trouve qu'elle est super intéressante. Puis la question, c'est pourquoi parler de la citoyenneté à l'ère du numérique en FGA-FP? La réponse à cette question-là, ben, il y a plusieurs éléments pour répondre à cette question-là, mais je crois pour des intervenants, puis pour des enseignants aussi, c'est ce qui va, la réponse là, à cette question-là, c'est ce qui va faire en sorte que ça va vous propulser dans le fait d'embarquer justement dans le fait de proposer des activités dans vos milieux. J'ai 5 points qui peuvent répondre, c'est sûr qu'il y aurait d'autres réponses aussi, là, mais le premier point, ça serait informer sur des enjeux sociaux. C'est sûr que c'est le point de départ. Hein. Pourquoi parler de la citoyenneté à l'ère du numérique? C'est pour informer sur des enjeux sociaux. On sait que le numérique qui évolue rapidement. On sait qu'on est confronté, on est tous confrontés à différents enjeux et contextes en lien avec les applications, en lien avec la technologie. On sait que la société, puis l'éducation, puis même les lois, ils tardent à avancer au même rythme, dans le fond, que la techno. Fait que ça veut dire que notre but, c'est d'informer, en tant qu'enseignant, intervenant, c'est d'informer, de former sur ces sujets-là. Puis là, au niveau du CITNUM et du récit de développement de la personne, ils ont des super beaux outils à réutiliser. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr que, le but, c'est d'informer sur les avantages de la techno en lien avec la citoyenneté de la numérique, mais c'est aussi de faire attention sur des éléments qui sont à prendre en considération. C'est d'apprendre surtout la relation entre citoyen puis numérique. C'est ça, dans le fond, la citoyenneté à l'ère du numérique. Je repose la question. Pourquoi parler de la citoyenneté à l'ère du numérique en FGA? Deuxième point. Diversifier l'offre de formation. Oui, il y a toutes les ressources au niveau du CITNUM, du site de citnum.ca, mais il faut savoir qu'il existe des codes de cours au niveau de la formation générale des adultes. Par exemple, PER 4063, PER 5111. On peut utiliser ces codes de cours-là pour développer des cours en lien avec la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est des codes de cours de programmes d'établissement. Dans le fond, c'est des programmes locaux. Fait que moi, dans le fond, on va vous montrer un exemple, la prochaine diapositive, pas tout de suite, là, mais on va vous montrer un exemple, justement, des cours qui ont été développés sur ces codes de cours-là, justement. Puis je pense qu'il ne faut pas se gêner à demander puis aller chercher des ressources par rapport au CITNUM pour si dans vos centres, vous voudriez justement dire, nous autres, on aimerait ça faire un cours PER 5111, puis on aimerait ça réutiliser de l'information que vous avez faite. Moi, je pense qu'il faut vraiment les solliciter. Je crois qu'ils sont ouverts à ça. Ensuite de ça, troisième point, pourquoi parler de la citoyenneté à l'ère du numérique en FGA et FP? C'est pour permettre de connaître davantage les élèves. Ça paraît un peu niaiseux, mais dans le fond, ça ne l'est pas. Hein? C'est un sujet comme un autre qui nous permet d'avoir de l'information par rapport à ce que nos élèves vivent, donc nos adultes vivent au niveau de la formation générale des adultes. Donc, faire des activités le midi, j'entendais ça. Je vous ai entendu souvent durant la présentation dire vous pourriez prendre du temps le midi ou dans les pauses pour aller chercher des petites activités ici et là à faire réaliser en groupe, pas juste un à un, pas juste de l'intervention,
mais vraiment de la prévention. Donc, c'est sûr qu'on parle de citoyenneté à l'ère du numérique, il y a des choses à faire attention, mais on n'est pas obligé, c'est ça, d'être toujours à one-on-one. On peut le faire en groupe et faire de la prévention, justement, ça peut être intéressant. Puis en plus de ça, permettre de connaître davantage les élèves, on va comprendre concrètement c'est quoi leur pratique avec la techno, c'est quoi leur utilisation, c'est quoi leur vision au niveau du numérique. Puis là, après ça, c'est sûr que ça permet de mieux cibler la prévention qu'on a à faire. Quatrième point, je repose la question, pourquoi parler de la citoyenneté à l'ère du numérique en FGA-FP? C'est pour accroître le sentiment d'appartenance. Donc, là, dans le fond, accroître le sentiment d'appartenance puis la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est quoi le lien? On est tous dans le même bateau. Nos adultes sont tous, nos élèves, nos adultes sont tous dans le même bateau. Fait que ça veut dire que le fait d'en parler, le fait justement de prendre du temps, ça peut faire en sorte que les adultes disent « Ah, lui aussi, il vit ça de la même façon que moi. » Fait qu'au fur et à mesure, on développe des liens, puis on crée justement un sentiment d'appartenance parce qu'on s'inclut dans la discussion. Puis, dernier élément que je trouve hyper important en lien avec pourquoi parler de la citoyenneté à l'ère du numérique, c'est réaliser de la prévention. Donc, faire des activités en utilisant des activités spécifiques, pas obligé de prendre un cours au complet, de faire le cours au complet, mais juste aller chercher des activités justement, puis de les faire en groupe pour faire une forme de prévention. Moi, je trouve ça super. Par exemple, mettons qu'on dit ce midi, on parle des spams. On laisse jaser. On va chercher une activité qui est en lien avec ça ou faire des quiz en lien avec des nouvelles vraies ou fausses. Être capable de détecter justement des nouvelles vraies ou fausses. Comment on fait pour les détecter? Donc, ça, c'est tous des éléments qui sont intéressants, selon moi, à parler. Donc, c'est 5 éléments pourquoi parler de la citoyenneté à l'ère du numérique. Je veux aussi insister sur le fait qu'au niveau des récits FGA, on est, je pense que je vais vous envoyer dans le clavardage le lien, dans le fond, de notre... On est 17 environ, je pense, Richard, me semble. Puis, on est là aussi pour soutenir. Si vous vous dites, nous autres, on aimerait ça avancer avec les profs, puis les intervenants, puis les récits pour créer un cours ou créer des activités, on peut tous se mettre ensemble justement pour pouvoir aller développer le tout. Ça ferait la force justement pour pouvoir s'entraider. Il y a 2 exemples, il y a 2 images. Il y a l'image à gauche, c'est citoyenneté à l'ère du numérique, puis il y en a une image de fond. On voit que c'est les 2 cours que je vous parlais. Donc, PER 4063, c'est un cours Moodle que j'ai développé, dans le fond, que j'ai transformé en cours Moodle. Il y avait déjà des ressources qui étaient présentes au niveau du récit FGA. Moi et Dany Germain, on l'a transformé en cours Moodle. Ça veut dire qu'il est clé en main. Vous faites juste la demande, justement, à votre récit FGA pour pouvoir l'avoir. Puis, nous, on va vous transférer justement le fichier. Puis, vous allez pouvoir réutiliser les ressources à l'intérieur. Et le PER 5111, c'est une ressource qui, moi, je trouve extraordinaire. Le visuel est malade. C'est un cours qui est développé au niveau de la région 0312 en lien avec des conseillers pédagogiques et, entre autres, Annie Turbib. Et c'est une ressource, c'est un cours justement qui est autoportant. Donc, je dis autoportant, mais pas nécessairement. C'est que vous pouvez prendre le cours, puis le parcourir, puis au fur et à mesure, vous allez avoir des activités interactives et vous allez avoir des activités à faire imprimer pour que vos élèves puissent justement remplir puis répondre à des questions. Donc, c'est vraiment ciblé sur le PER 5111. C'est ciblé beaucoup plus sur la réflexion, puis on veut faire parler l'élève dans ces activités-là. Donc, gêne-toi pas, Annie, si tu veux rajouter de l'information de ce que je viens de dire là, au niveau du cours.
Je pense que oui, Annie, Je elle a laisse mis... peut-être Hélène parler à la prochaine diapo. Donc, Oui, très bonne Hélène idée. Saint-Laurent, qui comme coordonne ce comité-là, là, qui est conseillère pédagogique FGA au CSS-DPS, donc dans la région de Québec. L'idée de lancer un projet de cours optionnel sur la citoyenneté à l'ère du numérique est arrivée un peu avant la pandémie. Nous, on pense que c'est important de développer la citoyenneté à l'ère du numérique chez nos adultes. D'abord, il y a plusieurs de nos élèves qui sont vulnérables dans plusieurs sphères de leur vie. Puis il faut savoir qu'aux adultes, les cours optionnels, il n'y en a pas d'État. Si nous, comme institution d'enseignement, on ne les met pas au fait de tout ce qui se cache des fois derrière l'usage des outils technologiques, qui va le faire? Donc, notre intention, c'est surtout de les informer, mais on veut qu'ils prennent davantage conscience des enjeux qui sont liés au numérique pour qu'ils puissent utiliser les outils en toute connaissance de cause. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'élève, à la fin du cours, soit capable de transposer dans sa vie de tous les jours les stratégies qu'il va avoir développées pendant le cours. On veut qu'il soit utilisateur des outils technologiques, qui se rendent sur les médias sociaux, qui partagent du contenu, mais en sachant tout ce qu'il y a derrière, qu'ils soient vraiment conscientisés à tout ça. Dans le fond, ce que je me permettrais d'ajouter, là, c'est que si vous voulez utiliser ces cours-là, d'une part, je ne sais pas pour celui qui est sur Moodle, là, Toby, mais celui qui est sur un Google Site, un peu comme on vous a présenté, là, je vous ai mis les liens dans le clavardage, n'hésitez pas à aller magasiner. Dans le fond, il y a plusieurs pistes d'utilisation que je vois pour vous comme professionnel. D'une part, ça pourrait être, s'il y a des enjeux dans votre centre, de le proposer à la direction ou à la direction des études pour qu'un enseignant le prenne en charge et qu'il puisse vivre, hein, donc travailler en amont, puis d'une part, puis en classe. Puis vous, après, ça vous permet de savoir ce qui se passe en classe, qu'est-ce qu'ils font les élèves. Là, il y a peut-être des choses qui vont émerger. Puis à ce moment-là, ça vous permettrait de travailler avec ces jeunes-là, de faire des groupes, peut-être des sous-groupes de travail à l'extérieur, ou etc., pour aborder des problématiques comme celle-là, d'une part. D'autre part, si ce n'est pas un intérêt pour le centre, vous pourriez aller dans les sites puis voir différentes activités à faire en atelier à l'externe. Donc, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que pour celui qui s'appelle la citoyenneté à l'ère du numérique, le PAR 5111, c'est vrai que c'est nous qui l'avons bâti avec l'équipe 0312. Donc, il y a énormément de choses qui vont se doubler. Comme par exemple, tantôt, Jérôme vous parlait des activités sur le temps d'écran. On a repris des aspects de ma tarte numérique qu'on a revus à la sauce FGA. Donc, avec les conseils, ils sont 4-5 conseillers pédagogiques, là, FGA sur le comité. Fait que dans le fond, eux, ils ont pris nos activités, ils ont regardé ce qui était pertinent de garder pour des élèves de la FGA. Et donc, c'est nos activités, mais adaptées version FGA. Mais dans le fond, vous avez comme le meilleur des deux mondes. Entre autres, je regarde l'activité, si vous voyez dans le site, là, il y a comme une nomenclature à gauche. L'activité 3, c'est sur les commentaires en ligne. Commentaires, la haine, ça s'appelle. Commentaires, la haine. C'est fort. Bref, vous pouvez... tantôt, ça a été nommé dans le WooClap sur la haine en ligne, sur les commentaires, sur, etc. Fait que ça pourrait être l'objet d'animation périodique, là. Donc, voilà. Encore une fois, libre de droit. Donc, au-delà des activités d'apprentissage, sur sitnum.ca, vous avez deviné dans la section ressources, on a aussi ce qu'on appelle des dossiers récits, qui est un dossier récit. Le concept, c'est qu'on s'informe, nous, comme adultes, comme pédagogues, aussi sur un sujet, parce que des fois, on va avoir des bases, on n'est pas trop au fait. Donc, tant qu'à fait, nous, le travail de recherche et tout, des formations, mais on assemble ça sous forme de dossier. Fait que tu peux t'informer, toi, aller chercher de l'information et des stratégies, comment l'aborder en classe. Donc, tantôt, les petits cues qu'on pouvait donner sur le complotisme, des informations, c'est dans le dossier complotisme. Avant que ça pète, c'est les interventions en ligne, justement. Un clic d'une fausse nouvelle, c'est des informations sur les médias sociaux. Il y en a aussi un dossier sur l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Il y a des ressources pour parfaire la littératie numérique de tous aussi sur sitnum.ca.
Bon, là, il ne reste pas beaucoup de temps. Fait que je ne sais pas si on y va avec cette activité-là ou si on passe Moi, directement. j'en passerai. Ouais, moi aussi. Ouais. Si ça te va, Oui. Karine? Oui, OK. mais en même temps, on peut juste conscientiser les intervenants qu'il y a des conséquences à ne pas faire de l'éducation à la citoyenneté numérique. Donc, c'est vers ça que j'aimerais qu'on puisse conclure l'atelier d'aujourd'hui pour voir un peu quelles sont les actions à faire, quoi que ce soit. On a sorti plein d'idées, mais il y en a des conséquences chez nos jeunes adultes, chez les adultes aussi, qui sont issus de l'immigration. Alors, on a aussi beaucoup d'adultes qui sont des personnes immigrantes et qui utilisaient le numérique et là, l'utilisent pour garder contact. Donc, on doit faire une certaine éducation pour qu'ils deviennent des meilleurs citoyens conscients, consciencieux, bons utilisateurs, qu'ils accompagnent aussi leurs enfants. Donc, c'est une belle façon de développer les compétences parentales et de les accompagner dans leurs différents rôles sociaux. En Aussi, conclusion, excuse-moi, Jérôme. Ben, tu sais, Karine, elle l'a mentionné, puis je veux frapper ce clou-là. Mais, tu sais, les enfants, ils vont prendre les habitudes des parents. Tu sais, surtout, c'est pas quelque chose qu'on enseigne beaucoup à l'école. Tu sais, ils vont l'apprendre dans leur milieu. Fait que, tu sais, si on travaille avec les parents, ben, on fait une pierre deux coups, finalement. Exact. Pour finir, on voulait vous laisser sur un court extrait d'une entrevue qu'on a fait avec Normand Landry. Donc, Normand, il est professeur à la TELUC et chercheur. Il est directeur de la chaire de recherche sur les médias et droits humains. Donc, éducation aux médias et droits humains. Et puis, il nous parle du numérique, en fait, et de notre rôle comme éducateur. Nous, c'est une vidéo qui nous inspire beaucoup, fait qu'on voulait vous en faire profiter. En fait, il dit mieux que nous. Oui, c'est ça. Fait que tout ce qu'on a dit en 2 heures, là, ça dure 1 minute et demie, puis c'est ça, c'est normal. Depuis les fondements de l'éducation aux médias, il y a un certain nombre de paniques morales qui sont récurrentes sur les usages des jeunes des nouvelles technologies. On a eu pendant près de 30 ans des discours sur le fait que les écrans rendaient les jeunes apathiques, non politiques, désengagés, que c'était lié à la sédentarité, en fait, puis à des problèmes de socialisation, notamment à des enjeux associés à la violence, mais aussi à des comportements antisociaux. On a eu ensuite des paniques morales sur l'hypersexualisation des jeunes filles, sur la cyberintimidation, sur le lien causal entre la consommation de jeux vidéo et des actes violents qui peuvent être commis dans les espaces physiques. On s'intéresse très, très peu dans ces discours-là sur ce que les jeunes font de beau, de créatif, de novateur avec ces technologies-là. Et c'est une dimension pourtant fondamentale de leur vie et que nous pouvons en fait contribuer à bonifier, à grandir, pour peu qu'on leur donne les outils tôt dans leur vie pour en faire des outils non pas de réception passive, mais des outils de création, de partage et de communication. Ils sont d'ores et déjà designés, ces outils-là, pour nous permettre de le faire. Donc, on a devant nous des opportunités qui sont absolument fabuleuses pour permettre, plus que jamais dans l'histoire, à nos jeunes de faire du beau, faire du contenu, créer, être innovateur, pouvoir collaborer également. Donc, le numérique est vraiment un outil qui nous permet d'ouvrir des potentialités pour le pire et pour le meilleur. On s'est concentré très longtemps sur le pire et on a oublié un peu de regarder ce qu'on peut faire pour nourrir le meilleur. Donc, pour moi, on a une occasion à saisir au Québec très, très, très claire de nourrir des aspects positifs et créatifs de ce que les jeunes font avec la technologie. Moi, je veux dire, ça fait 1000 fois que je l'écoute à chaque fois. Comme... C'est ça. Effectivement, il fait mieux que tout nous. Il répète tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu traduire comme message en 2 heures. Donc, un immense merci à Normand, mais surtout, en fait, à la collaboration entre le récit Sytnum et les services éducatifs complémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, ça donnait une belle façon de voir. Puis Karine Martin, juste à la diapositive précédente, Karine Martin, je te laisserai aussi juste présenter les services de l'équipe Choc.
Oui, bien, merci Karine. En fait, on est bien conscient que Karine fait des webinaires, que ce n'est pas l'ensemble des centres d'éducation aux adultes ou des centres de formation professionnelle qui peuvent se libérer pour assister à tout ça. C'est pour ça qu'il y a les services de l'équipe Choc, des services éducatifs complémentaires qui peuvent peut-être vous aider. Alors, l'équipe Choc est là pour répondre à tous les besoins de tous les centres dans les 3 volets des services éducatifs complémentaires. On parle de soutien à l'apprentissage, de la promotion de la santé et du mieux-être ou de la vie étudiante dans les centres. Donc, si vous avez des besoins, vous pouvez communiquer avec moi à l'équipe Choc. On analyse les besoins. On peut trouver des formateurs et aller soutenir tous les intervenants du centre pour leur permettre de mieux accompagner les élèves. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est tout à fait gratuit. Alors, n'hésitez pas à intervenir, à nous contacter pour qu'on puisse intervenir dans votre milieu. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Merci. Alors, personnellement, à mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les intervenants, je tiens à vous remercier de votre ouverture, de votre curiosité, de votre implication aussi. Je sais que la FGA-FP fait partie des petits mandats. On occupe vraiment une petite tâche, mais d'autant plus que c'est intéressant. Donc, la préparation de cet atelier-là a été aussi bénéfique tant pour moi et les autres personnes qui ont collaboré que pour vous. Donc, on a appris de chacun. Et ça dit en passant, bien, on souhaite développer cette collaboration-là. Donc, on vous invite à compléter le formulaire d'appréciation. Et dans celui-ci, il y a les liens pour rejoindre les différentes personnes, mais aussi les besoins que vous avez comme formation pour rejoindre le plus grand nombre possible l'année prochaine. Donc, l'année tire à sa fin. Un immense merci à tous et à toutes d'avoir été présents aujourd'hui.